Ça devient un sujet qui devient de plus en plus d'actualité et qui a même récemment été pris en compte dans la classification WHO, puisque il y a une catégorie qui a été maintenant dédiée aux maladies néoplasiques myéloïdes avec prédisposition génétique. Une des particularités dans ces prédispositions, je pense, c'est que on sait que ça peut survenir à des âges tardifs. Donc comparé à la génétique dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de tout de même assez nouveau. La particularité aussi, c'est que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la génétique, historiquement, c'est une spécialité associée à des syndromes très malformatifs, à beaucoup de choses associées. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas tous les syndromes caractéristiques associés classiquement au grand syndrome décrit. Et même si c'est présumé comme rare, finalement, maintenant, à force d'en chercher, on en trouve de plus en plus. Et les dernières études, même si la fourchette est assez large, pensent aujourd'hui que pour une hémopathie myéloïde, en tout cas pour les SMD-LAM, on est entre 4 et 15% de patients, notamment pour les SMD, mais pour les LAM c'est valable aussi, qui ont une cause génétique. Donc ce qui est un petit peu différent quand j'ai appris à annoncer un SMD ou une LAM et qu'on nous dit, donc on commence à parler aux patients de karyotypes et de mutations, souvent la question du patient c'était mais c'est pas génétique, et on disait non, pas du tout, c'est pas génétique, on vous parle des cellules acquises, et puis on expliquait pendant longtemps que c'était pas la même chose. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'affirmer au diagnostic à quelqu'un que même si les caractéristiques de la maladie dont on parle ne sont pas du tout génétiques, les causes génétiques, je pense, vont quand même faire partie aujourd'hui des choses qui seront peut-être à évoquer quand même, ou en tout cas à ne pas exclure au début. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est que des nouveaux gènes, on en a tout le temps. Il y a une publication, au moins un ou deux nouveaux gènes par an qui sont publiés. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est déjà de différencier ceux pour lesquels on connaît quand même vraiment certaines choses et qui sont probablement fréquents, et ceux qui sont plus rares, mais aussi qu'il n'y a pas que la découverte fortuite, que peut-être aussi sur l'oncogénèse on peut caractériser certains gènes, puisque forcément on va se retrouver en fait avec un gène qui constitutionnellement va modifier l'hématopoïèse. Thomas, tout à l'heure vous parlez de l'inflammation, de tout ça qui prédispose, qui participe à l'oncogénèse, et donc là, par définition, quand on a une mutation constitutionnelle, on a une hématopoïèse de base qui est clonale dans toutes les cellules, mais qui est probablement aussi déjà particulière dès la naissance, et qui du coup, vu l'hétérogénéité, vous voyez, du nombre de gènes, et là c'est rassemblé par voie, vous voyez que ça touche des voies biologiques différentes, on comprend bien que même s'ils vont tous être appelés SMD ou LAM, ils ont probablement des oncogénèses très différentes. Donc ça veut dire que peut-être aussi sur certains aspects, sur des caractéristiques somatiques des SMD ou des LAM, on peut suspecter peut-être quelle peut être l'origine. En tout cas, je pense que c'est vers ça qu'on devrait tendre. Et puis après, l'autre chose, c'est que c'est un terrain de jeu assez formidable, puisqu'on a des modèles vivants de leucémogénèse, ce qui n'est pas très facile à trouver et ce qu'on a déjà du mal à étudier. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si on prend déjà quelques anomalies qu'on connaît bien, on voit qu'il peut y avoir plusieurs oncogénèses possibles. Par exemple, on sait que les mutations SBDS constitutionnelles vont être associées avec l'acquisition d'une mutation P53. La maladie de Fanconi, on sait, a des anomalies récurrentes qui sont systématisées, je vous en parlerai un petit peu. Des syndromes un peu nouveaux qui est lié à des mutations constitutionnelles de SAMD9, SAMD9L sont associés avec l'acquisition d'une monosomie 7. C'est pareil pour GATA2. Voilà, donc ça c'est déjà un point, ce que je vous disais tout à l'heure, l'oncogénèse peut être particulière en fonction de la prédisposition. Et l'autre point qui n'est pas négligeable et qui est un petit peu en train d'émerger, et qui est plus du niveau de la recherche que dans votre pratique clinique, mais quand même, c'est l'hématopoïèse clonale qui va dans le sens d'une réversion ou d'une adaptation. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une clonalité qui s'adapte. On peut perdre par la clonalité l'allèle porteur de la mutation qui pose un souci. On peut aussi corriger la mutation par des systèmes d'hématopoïèse clonale qui viennent corriger le gène qui est muté.
Ça peut du coup être particulier aussi dans l'évolution, d'une part pour le détecter, parce que si on l'a corrigé, on peut ne pas forcément le retrouver, et d'autre part aussi pour le pronostic. Vous verrez, même si c'est rare, qu'il y a peut-être certaines maladies qui peuvent donner des phénotypes qui peuvent paraître graves et qui en fait peuvent parfois réverter spontanément. On reste dans la rareté, mais c'est pour vous donner des notions de ce qu'est l'évolution clonale dans ces maladies. Donc, si on prend historiquement en hématologie, les maladies constitutionnelles qui prédisposent au SMD ou LAM, c'est les IBMF. Donc IBMF, c'est pas tellement un bon terme, d'ailleurs elle n'a pas vraiment de traduction française. Inherited bone marrow failure, insuffisance médulaire inhéritée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça regroupe quand même des syndromes historiques qui sont connus depuis longtemps et qui prédisposent donc essentiellement à des cytopénies de l'aplasie médulaire et qui sont connus pour pouvoir évoluer vers des SMD ou des LAM. Donc le diagnostic, souvent se fait au moment, soit au moment de la naissance parce qu'il y a un gros syndrome, je pense par exemple à la maladie de Fanconi, soit au niveau de l'insuffisance médulaire ici. Et on sait que chez ces patients, on peut progresser vers un SMD ou une LAM, même si ce n'est pas systématique. Et donc historiquement, en hématologie, les prédispositions, c'était ces grands syndromes-là. Et c'est peut-être ceux qu'on connaît le mieux et qui sont assez bruyants. Alors, je vous ai fait, si on essaye de ces prédispositions de les caser par voie biologique, parce que je trouve que c'est plus facile de raisonner comme ça, on a les gènes de réparation à l'ADN qui vont inclure la maladie de Fanconi, le LIC4 et le séquel, le Fanconi étant le plus fréquent, les téloméropathies, donc qui impliquent la biologie des télomères, les maladies qui sont liées à la biogénèse ribosomale. Donc là, dans ces trois-là, surtout pour ces deux-là, on est un peu plus dans l'IBMF. Et après, il y a les facteurs de transcription hématopoïétique avec RUNX1, GATA2, CBP-alpha. Et puis après, il y a quelques nouvelles entités dont je vous parlerai pour certaines un peu plus, et puis pour d'autres un peu moins, parce que je pense que dans les nouvelles entités, il y a des nouvelles entités fréquentes et des nouvelles entités très rares. Donc pour commencer par la maladie de Fanconi, la maladie de Fanconi, en fait, c'est lié à une mutation constitutionnelle dans des gènes qui sont impliqués dans une voie de réparation de l'ADN qui s'appelle la voie Fanconi. C'est une maladie qui est récessive, donc ce sont des mutations bialléliques. C'est rare d'être homozygote, souvent on est hétérozygote composite, et ça prédispose à un syndrome malformatif avec des signes physiques assez importants. Donc souvent il y a une petite taille, il y a une anomalie du faciès, il y a une malformation des pouces, il peut y avoir aussi des taches caféolées. Et ça prédispose essentiellement à l'aplasie médulaire, et ce durant l'enfance. Et ça prédispose aussi aux tumeurs solides, aux cancers solides, notamment au carcinome. Et il y a du coup pas mal de patients qui sont vus en hématologie. On est plutôt dans des populations pédiatriques. Ça existe à l'âge adulte, mais on est plutôt dans des populations pédiatriques. Je ne veux pas vous parler de tout le Fanconi et de toutes les étapes qu'on connaît un peu mieux actuellement, juste pour vous dire que dans cette maladie, par exemple, on est en train de faire un travail pour essayer de comprendre comment l'oncogénèse se développe dans cette maladie. Et on s'est rendu compte que sur le plan cytogénétique, donc comme c'est un défaut de réparation de l'ADN, le génome est exposé à des remaniements, notamment des remaniements de grande taille, et donc du coup des anomalies cardiotypiques. Et on s'est rendu compte chez les patients qu'il y avait des anomalies cardiotypiques récurrentes. C'est-à-dire que par exemple, la moitié des patients des cohortes qu'on a étudiées, ils ont une duplication du bras long du chromosome 1. Donc c'est une anomalie quand même vraiment fréquente, qui est pour le coup assez rare, du 1Q+, je ne suis pas sûre que vous en voyez beaucoup dans vos LAM ou vos SMD. Et puis on s'est rendu compte surtout qu'il n'y avait pas que celle-là, qu'il y avait d'autres anomalies qui arrivaient au cours du temps, notamment le 3Q+, une anomalie du 7, et soit une perte du RUNX1 en cytogénétique, soit une mutation dans RUNX1, et que donc il y avait des événements récurrents comme ça. Et sur des travaux qu'on est en train de faire, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un ordre de ces événements. Ils n'arrivaient pas dans n'importe quel ordre. Et donc, du coup, on a essayé de comprendre pourquoi ils arrivaient dans cet ordre-là. Et là, ça va rejoindre un petit peu aussi ce que disait Thomas sur les chips.
c'est-à-dire où est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on est malade, et quand est-ce que, c'est pas parce qu'on a une hématopoïèse clonale qu'on a tout de suite un SMD ou une LAM. On s'est rendu compte notamment que dans les patients de Fanconi qui avaient une maladie de Fanconi, il y avait des patients qui avaient donc une anomalie, une duplication du bras long du chromosome 1 et qui à ce moment-là n'avaient pas forcément d'excès de blast ou n'avaient pas forcément même de myélodysplasie ni même parfois d'aplasie médulaire. Ils avaient des cytopénies, ils avaient le 1Q+, donc une anomalie cariotypique. Avant, on disait que, et on dit toujours, une anomalie cariotypique chez quelqu'un qui a des cytopénies. C'est-à-dire, Thomas vous a parlé des types pour les mutations, mais pour le cariotype, on n'en parle jamais. Un patient qui a une anomalie cariotypique avec des cytopénies, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est un syndrome myélodysplasique. Sauf que nous, ce qu'on montre dans cette étude, c'est que finalement, il y a des patients qui ont du 1Q+, qui n'ont pas encore de SMD, qui ont des cytopénies, et qui peuvent vivre comme ça pendant des années. Et du coup, on a essayé de comprendre quel était l'événement moléculaire sous-tendu par la duplication du bras long du chromosome 1. Et on s'est intéressé particulièrement à la voie P53, puisque dans la maladie de Fanconi, le mécanisme, l'équipe avait déjà montré ça, que le mécanisme de l'aplasie médulaire dans le Fanconi, c'est lié en fait à une hyperactivation de la voie P53, et ce, dès le stade embryonnaire. Pourquoi en fait? Parce que c'est des cellules, elles ne sont pas réparées. Quand les cellules, elles ne sont pas réparées, il y a des voies biologiques naturelles qui luttent contre les défauts de réparation, dont une voie qui est la voie P53, notamment pro-apoptotique. Donc on va détecter les anomalies de réparation de l'ADN et la cellule va être programmée pour mourir. Et donc il va y avoir une hyperactivation de cette voie P53. Du coup, il y a un avortement intramédulaire des progéniteurs et du coup, il y a une aplasie médulaire. Et en fait, le pool progéniteur, on a pu montrer que dès le stade embryonnaire dans le Fanconi, il était déjà atteint. Donc c'est un mécanisme d'aplasie médulaire par une hyperactivation de la voie P53. Donc on s'est dit, s'il y a une hyperactivation de la voie P53, les patients qui font du SMD ou du LM, ils ne peuvent pas le faire avec une hyperactivation de P53, ils feraient tous mourir leurs cellules. Donc il y a forcément un moment où la voie P53 doit être inhibée pour pouvoir permettre à la cellule de se transformer. Et du coup, on a regardé, on a séquencé tous les Fanconi qu'on connaissait transformés, mais ils n'avaient quasiment pas de mutation au P53. Donc on était un peu embêtés. Et en fait, avec les patients qui avaient du 1Q+, on s'est rendu compte qu'il y avait un gène qui était sur le 1Q+. On a regardé la zone minimale dupliquée. Et dans cette zone minimale dupliquée, il y a le gène MDM4. Et MDM4, c'est un inhibiteur de P53. Donc ce qu'on a pu montrer après par des modèles murins, des manips fonctionnelles, c'est qu'en fait, dans le Fanconi, l'acquisition du 1Q+, c'est une sorte de chip chromosomique qui permet d'inactiver P53 et donc qui permet aux cellules de survivre. Donc les patients, justement, ils se retrouvent finalement à ne plus avoir tellement d'aplasie, à avoir peut-être même des normalisations de numération, sauf que du coup, on laisse les cellules survivre, mais n'empêche qu'ils sont toujours Fanconi. Et du coup, ils font d'autres anomalies, et du coup, derrière, ils vont aller faire du 3Q+, du DLCLQ et du RUNX1, et donc développer des SMD ou des LAM. Mais quand on est à ce stade-là, on est à un stade d'hématopoïèse clonale, pas mutationnelle, mais cariotypique, avec un 1Q+, du coup une inactivation de la voie P53, et du coup une leucémogénèse comme ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer que, vous voyez bien que ça, cette leucémogénèse, c'est lié à la prédisposition. C'est pour ça qu'on n'observe pas la même chez tous les patients. Voilà, donc ça c'était pour dire qu'en plus on avait des inhibiteurs pharmacologiques qui inhibaient MDM4 et que donc il y avait peut-être des potentiels thérapeutiques. Voilà pour le Fanconi. Je vous parle rapidement d'autres maladies de réparation de l'ADN, le LICAT et le séquel. Donc là on est vraiment dans la rareté. Mais puisqu'on parle de ça, je vais essayer d'être pas exhaustive, mais ne pas rester complètement focusée sur certaines maladies. Donc le LICAT, ça code pour une ADN ligase qui est impliquée dans la réparation des cassures double brin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le Fanconi qui est impliqué dans la recombinaison homologue. Donc c'est un autre mécanisme de cassure. C'est très rare, il y a moins de 20 cas en France. C'est un syndrome morphologique très grave. Donc vous voyez, là on est dans la rareté, mais par contre on la connaît bien, parce qu'en fait c'est associé à un syndrome morphologique très important, une microcéphalie, une dysmorphie faciale, un retard de croissance. Donc c'est des patients qu'on connaît depuis longtemps, pourtant pour un gène qui est assez rare. Et en hémato, ça donne essentiellement en fait, une aplasie médulaire et un déficit immunitaire. Le syndrome de séquelles, c'est les mutations dans le gène ATR, donc dans la voie ATR, qui est autosomique récessif, et c'est les réponses aux dommages de l'ADN. On a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les diagnostics prénataux, ça fait partie typiquement des anomalies qui peuvent être impliquées dans ce diagnostic prénatal, vu la sévérité. Ça donne un nanisme, c'est des patients qui sont très très petits, une dysmorphie faciale, un retard mental, et qui peuvent avoir une symptomatologie hématologique qui n'est pas forcément au premier plan. Voilà, c'est important pour ceux qui font du Fanconi parce que je crois qu'il y a des cassures qui peuvent être observées rarement dans le séquel. Donc c'est aussi un diagnostic différentiel pour le Fanconi, au moins à la naissance.
Les téloméropathies. Donc les téloméropathies, il y a des gènes qu'on connaît très bien, que vous connaissez probablement, TERK et TERT. Et puis il y a une palanquée de gènes qui sont décrits plus récemment. Et donc là c'est pareil, on va être dans un syndrome qui est plus homogène, qui est le syndrome des téloméropathies. On va avoir des gènes très classiques et puis des gènes plus rares. Donc après, par exemple, se pose la question, est-ce qu'il faut les chercher ou pas quand on suspecte une téloméropathie, jusqu'où on va, sachant qu'il y en a TINF2, PARN, RTEL1 qui sont vraiment plus anecdotiques et plus dans des populations pédiatriques également. Donc pour vous parler des téloméropathies, les télomères, hein, c'est à l'extrémité des chromosomes, je pense que vous connaissez tous, prix Nobel de médecine quand même, qui sont associés à un complexe, en fait, le complexe Sheltering, et qui protègent les chromosomes des réarrangements, justement dont on parlait, des défauts de recombinaison, mais surtout des réarrangements qui pourraient avoir lieu au moment des divisions cellulaires et lors de la réplication de l'ADN. Donc les télomères, ils raccourcissent avec l'âge, mais ils peuvent raccourcir dans d'autres situations physiologiques. Donc le raccourcissement il est accéléré si jamais justement on a une mutation germinale dans un des gènes dont je vous ai parlé. Donc on se retrouve avec des télomères plus courts que ce qu'on devrait. Il y a aussi le stress, notamment le stress régénératif au moment où on reçoit une chimiothérapie, quand on a une aplasie médulaire, peut-être dans des contextes d'inflammation dont a parlé Thomas tout à l'heure, ou les contextes de greffe également. Donc on sait que ça c'est des phénomènes qui peuvent raccourcir les télomères. Et il y a un contexte aussi des ROS, des réactions, des réactifs à l'oxygène, qui peuvent être provoqués pour le coup pour les radiations, de l'inflammation, d'exposition aux toxines, qui peuvent aussi raccourcir les télomères. Donc vous voyez qu'en fait c'est compliqué parce que du coup il y a plusieurs conditions qui peuvent raccourcir les télomères. Il existe donc un test fonctionnel quand on cherche une téloméropathie qui est de mesurer la taille des télomères. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile à interpréter, notamment dans un contexte de greffe, c'est très compliqué. Dans un contexte de patient âgé, c'est compliqué aussi. Et puis, il y a d'autres contextes qui peuvent aussi raccourcir les télomères. La dyskératose congénitale, qui est le syndrome qui est associé aux mutations germinales des gènes impliqués dans ce complexe Sheltering, qui code pour les protéines impliquées dans ce complexe Sheltering dont on a parlé. Il y a des choses historiques, donc tout ça a été connu avant qu'on connaisse les gènes impliqués, avec la triade de Zinsser qui associait la pigmentation cutanée anormale, la dystrophie unguale et la leucoplasie buccale. Donc, qui est la triade historique. Donc ça, évidemment, on en parlait tout à l'heure, on a parlé beaucoup de découvertes fortuites de maladies constitutionnelles. Il y a quand même des cas où, quand vous voyez un patient qui a un SMD ou une LAM, ou une aplasie médulaire, si vous voyez qu'il y a des troubles des phanères, si jamais il y a une pigmentation cutanée particulière, quand même, ça doit vous faire évoquer ces maladies-là. Les complications, c'est donc essentiellement trois organes, le foie, les SMD, LAM et les hémopathies, et puis parfois aussi d'autres cancers. Donc le test fonctionnaire de la longueur des télomères, il s'interprète toujours selon une population générale de référence, puisque comme vous avez vu, c'est lié à l'âge. Donc en fait, il y a des courbes comme ça, avec l'âge, et où peuvent s'intégrer vos patients. Et souvent, les rendus, ils sont faits comme ça. Et il y a certains cas, pour parler de choses, justement, des gènes plus rares de dyskératose, comme le syndrome de Oral-Ehlers-Danlos, que je n'arrive jamais à prononcer, HH, et le syndrome de Revesz, qui sont des syndromes très particuliers associés au dyskératose, mais là aussi on est dans de la rareté et surtout on est beaucoup dans de la pédiatrie. Alors, la biogénèse ribosomale, donc là on est dans une autre voie biologique. Les ribosomes, c'est des complexes ribonucléoprotéiques. Et la biogénèse de ces ribosomes, elle se fait au niveau du nucléole. Et après, il y a une autre phase qui est la maturation avec l'assemblage et l'export de ces protéines, qui lui-même est régulé par des protéines. Donc il peut y avoir un défaut de biogénèse qui est lié à un stress nucléolaire. Et du coup, il y a une accumulation dans le cytoplasme des protéines ribosomiques libres qui, du coup, elles, sont à l'origine de la pathogénèse dans ces maladies. Donc, il y a deux maladies qui sont liées à la biogénèse ribosomale. Il y a des mutations constitutionnelles dans ces gènes. C'est SBDS, qui est donc impliqué plutôt dans la maturation des ARN ribosomaux, qui est le Shwachman Diamond. Et le DBA, le Blackfan Diamond, qui lui est impliqué dans l'assemblage des protéines ribosomiques, donc qui n'est pas tout à fait le même mécanisme. Il faut savoir justement, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure, il y a maintenant des publications sur l'évolution clonale de ces patients qui ont ces syndromes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines protéines ribosomiques qui interagissaient avec MDM2 et qui activaient la voie P53.
Et on a notamment une évolution clonale avec des mutations P53 qui sont observées dans ces patients. Pour vous parler un peu de clinique, donc là on est quand même toujours un petit peu dans la pédiatrie. Ça peut arriver de les découvrir à l'âge adulte, mais ce n'est pas fréquent. Il y a l'anémie de Blackford-Diamond, qui est une anémie macrocytaire agénérative. Donc souvent c'est dans les premières années de vie. Ça fait même partie des critères diagnostiques. Le fait d'avoir de l'anémie avant l'âge de 2 ans fait partie des critères diagnostiques. Ce sont des patients qui peuvent avoir aussi des syndromes morphologiques comme des petites tailles, des anomalies des pouces. Et la transmission est autosomique dominante, même s'il y a plusieurs gènes impliqués, puisque faut savoir que GATA1, quand il est muté de façon constitutionnelle, qui est situé sur le chromosome X, donne en Blackford-Diamond. Le syndrome de Schwarzman, donc ça donne une neutropénie ou une pancytopénie, une prédisposition au SMD-LAM. Le Schwarzman, on peut en diagnostiquer à l'âge adulte, ça arrive, c'est pas complètement exclu, on en a encore, notamment quand ils transforment. Et ils ont la particularité physique d'avoir une insuffisance pancréatique exocrine qui n'est pas retrouvée systématiquement, qui est retrouvée si on fait les dosages. Il y a un retard de croissance et peut y avoir une dysostose, mais l'âge d'apparition est quand même plutôt dans l'enfance de façon assez variable, mais on a des cas où c'est diagnostiqué chez l'adulte. On est dans une maladie avec des mutations bialléliques, donc on n'est plus dans la transmission autosomique dominante comme on est dans le Blackford par exemple. Et donc les facteurs de transcription hématopoïétique, donc ça vous intéresse un peu plus aussi parce qu'il y en a plus et puis surtout parce que ce sont des gènes qui sont testés en somatique chez nos patients. Je vais vous parler surtout de GATA2, RUNX1 et SEBP-alpha, en tout cas c'est ceux qui sont les plus connus et depuis plus longtemps. Donc le syndrome GATA2, le GATA2 c'est un facteur de transcription, donc ça on l'a dit. C'est impliqué dans pas mal de voies en fait, GATA2. C'est impliqué dans la régulation, la survie et l'auto-renouvellement des cellules souches hématopoïétiques. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien que quand il est muté de façon constitutionnelle, ça peut être problématique. La transmission, elle est autosomique dominante. Elle a une pénétrance qui est quand même assez variable. Et elle est associée avec des infections atypiques, des troubles pulmonaires, notamment avec des protéinoses alvéolaires et des lymphédèmes. Et sur le plan hématologique, ça peut donner une neutropénie, une monocytopénie et une évolution clonale qui est souvent associée à la monosomie 7. Il y a un déficit immunitaire qui est décrit et qui est un peu caractéristique du GATA2 avec un déficit en lymphocytes B, T, NK et en immunoglobuline. Donc on voit qu'au cours du temps, on n'a pas forcément le même syndrome et la même symptomatologie. Qu'en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes problèmes de santé quand on a un GATA2. À savoir que souvent, quand c'est diagnostiqué à l'âge adulte, il y a des formes qui sont... Ça c'est des syndromes à chaque fois prototypiques que je vous décris, puis après, il y a des formes qui sont un peu variables. Et on a parfois des patients qui font des SMD ou des LAM sans aucun lymphédème, sans même déficit immunitaire. Souvent, quand même, ils ont une neutropénie et une monosomie 7, mais pas tout le temps. Et donc, on voit qu'en fonction de l'âge où on fait le diagnostic, on n'est pas tout à fait dans les mêmes syndromes. Rapidement, je vous parle des déficits constitutionnels qui sont associés à des thrombopénies. Il y a la thrombocytopénie mégakaryocytaire congénitale, qui est liée à une mutation biallélique de MPL. MPL, ça code pour le récepteur à l'ATPO, donc là la physiopathologie est plus facile à comprendre. Ça donne un syndrome hémorragique assez tôt dans la vie, avec une absence complète de mégakaryocytes, en tout cas pour ceux qui sont avec une grosse pénétrance ou qui sont très pathogéniques. Et donc peut y avoir des aplasies médulaires aussi. Il n'y a pas de signe physique associé. Et puis après, il y a historiquement le FPD-AML qui est lié à une mutation de RUNX1 qui du coup elle est hétérozygote avec transmission autosomique dominante. Donc là, on est vraiment dans des pathologies qu'on diagnostique de l'âge adulte, on en trouve de plus en plus. Et l'évolution vers le SMD et la LAM, c'est environ 20 à 60%. Il n'y a pas de signe physique évident. Donc pour ces gènes, GATA2, RUNX1, par exemple, ce qu'on pense aujourd'hui, ce qu'on recommande aujourd'hui, et après on verra pour les autres gènes aussi, DTX41, peut-être même pour TP53, quand on a une VAF supérieure à 40%, on considère que ça peut être d'origine constitutionnelle et qu'en théorie, ça peut indiquer une consultation d'oncogénétique ou à se poser au moins la question de si c'est constitutionnel. Je crois que c'est compliqué de le dire juste comme ça, comme dit Thomas, de se retrouver tout seul dans son bureau en tant qu'hématologue prescripteur d'un NGS qu'on a fait en même temps que plein de trucs, avec un rendu
biologique qui est fait. Donc là, on ne parle même plus de débat de pathogénicité des variants, comme on a dit tout à l'heure, même si je pense que parfois ça peut être discuté en pluridisciplinaire. Il y a aussi des critères biologiques qui parfois sont sans appel. Donc quand on nous rend un variant pathogénique ou likely pathogénique dans ces gènes-là avec des VAF supérieurs à 40%, avec sur le compte-rendu marqué peut-être d'origine constitutionnelle, après, je pense qu'il faut quand même avoir des comités et des réunions de concertation pluridisciplinaires pour savoir jusqu'où on va pour ça. Notamment, par exemple, pour un X1, ça nous arrive souvent, si c'est un patient qui a fait avant des phases de cytopénie, de myélodysplasie, on peut aussi passer éventuellement l'ADN de ces périodes-là pour voir si le RUNX1 était déjà là, puisque vous avez vu, par exemple, en fanconi-ombrolien, c'est une anomalie qui arrive assez tardivement. Donc une alternative à aller tout de suite à la génétique, c'est par exemple de passer en séquence les prélèvements qui sont avant. On n'est pas dans le génétique, c'est assez hypocrite, hein. Mais quand même, si jamais on peut éviter aux patients la consultation de « au fait, on a peut-être une maladie génétique », tout ce dont on vient de parler, qui est très très lourd, pour au final lui dire « ah ben non, en fait, c'est juste acquis et on n'en parle plus », c'est quand même compliqué. Donc je pense que ça vaut la peine de chercher aussi des méthodes un petit peu pour essayer de pallier à ça, parce qu'aujourd'hui, si on prend tous les RUNX1 avec des VAF supérieurs à 40%, c'est ce qu'on est en train, nous, d'essayer de faire dans notre centre, c'est pas facile. C'est pas facile, et donc je pense qu'il faut arriver à trouver... Et un autre moyen aussi, c'est de voir si vous avez plusieurs gènes mutés. C'est pas mal de regarder les VAF aussi des autres gènes. Si vous voyez qu'il y a une mutation d'NMT3A à 10%, une mutation TET2 à 20%, une mutation P53 à 25%, et que le RUNX1 est à 50-100%, c'est quand même hautement suspect. Si au contraire vous avez un RUNX1 à 50% de VAF associé à toutes ces mutations qui sont eux aussi clonaux avec les mêmes VAF, c'est plutôt en faveur aussi probablement de quelque chose, du même clone qui est muté avec toutes ces mutations. Ou en tout cas d'un polyclonal, mais que ce soit tous les BLAST qui soient mutés à cette hauteur. Donc voilà, je pense qu'il faut c'est pas encore mûr, hein, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça pour ne pas se retrouver complètement inondé par ces consuls oncogénétiques, et puis aussi éthiquement pour les patients, parce que c'est compliqué. GATA2, non pas GATA2, c'est BP-alpha. C'est le BP-alpha, alors c'est des contextes un peu particuliers, parce qu'on est là dans LAM qu'on nous dit et qu'on nous martèle depuis un moment de bons pronostics. Donc CBP-alpha, c'est un facteur de transcription. Lui, il est plutôt impliqué dans la différenciation et le contrôle de la prolifération. C'est pour ça que c'est des LAM souvent assez bruyantes, avec des karyotypes normaux, mais avec la double mutation. C'est une entité donc de bon pronostic. Et il y a un mécanisme qui est assez décrit avec une mutation constitutionnelle et l'acquisition d'une deuxième mutation, pas dans le même domaine protéique, avec une partie N-terminale et l'acquisition de la deuxième mutation qui est dans le domaine C-terminal. C'est des domaines fonctionnels qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui expliquent un peu la physiopathologie de cette maladie. C'est décrit comme étant une maladie donc, autosomique dominante à très forte pénétrance. Donc classiquement, normalement, c'est les familles où on voit vraiment tous les patients qui ont au fur et à mesure ces maladies. Mais il y a des publications maintenant qui ont montré qu'il y avait aussi quand même des porteurs asymptomatiques de la mutation constitutionnelle de CBP-alpha. Et ce qui est particulier dans cette maladie, je reviendrai, c'est que en fait, souvent, quand on pense aux maladies constitutionnelles, on pense aux mauvais pronostics. On se dit, si on trouve une cause constitutionnelle, c'est de mauvais pronostics. Et d'ailleurs, ça indique probablement à la greffe. C'est le cas pour DDX41 dont je vais vous parler, mais c'est le cas aussi pour CEBP-alpha. CEBP-alpha, si on a une LAM CEBP-alpha double mutée, c'est de bon pronostic de base, c'est pas une indication à l'allogreffe d'emblée, mais ça l'est encore moins si c'est constitutionnel. Il reste de bons pronostics. D'accord ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on a une mutation constitutionnelle de CEBP-alpha, quand on fait une rechute, en fait, souvent c'est une deuxième leucémie. C'est pas une rechute de la première leucémie, c'est pas le même clone. Et il reste de bons pronostics et on a la même survie et la même chance de répondre la deuxième fois. Après, on peut parler d'exposition aux drogues, etc. Mais je pense qu'en termes d'exposition, quand on parle de greffe, on rattrape largement. Hein. Donc voilà, ça c'était pour les entités donc, qui n'étaient pas forcément les plus fréquentes, mais celles pour lesquelles on a le plus d'historique, le plus de recul et qu'on connaît pas mal. Et après, il y a les nouvelles entités qui ont été décrites récemment. Donc il y en a certaines dont je vais vous parler très très vite, parce que vous allez entendre parler, parce que c'est un peu à la mode, et qui ne sont pas forcément, je pense, fréquentes. Et je pense même qu'ils devraient être, un peu comme on a parlé tout à l'heure dans le cancer du sein, selon moi, être intégrés dans les panels à but de recherche,
mais ne devrait pas être recherché systématiquement parce que parfois on se retrouve avec des variants de pathogénicité discutables, avec des symptomatologies compliquées et honnêtement pour lesquelles je trouve que c'est très compliqué d'aller faire une enquête génétique à moins d'être dans le cadre de recherche. Ce qui peut être aussi quelque chose, parfois on se retrouve à dire ça, on se retrouve à dire à des familles, voilà, on a trouvé quelque chose, on ne sait pas. Est-ce que vous voulez poursuivre avec nous cette investigation ou pas ? Et après, il y a des familles qui sont très intéressées, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de savoir et qui sont même contents qu'on cherche avec eux, qu'on fasse de la recherche en ce sens, mais il faut bien qu'ils comprennent les limites de la recherche et les limites de ce qu'on connaît par rapport à ça. Donc là, je vous parle rapidement de SAMD9, SAMD9L, qui sont des gènes qui codent pour des protéines qui sont impliquées dans des choses qu'on ne comprend pas vraiment en fait. Probablement le trafic lysosomal, probablement un peu de la prolifération, on ne sait pas très bien. La particularité, c'est que ce sont des gènes qui sont situés sur le bras long du chromosome 7. Et on a décrit ça chez des patients qui présentaient des aplasies médulaires à un âge assez jeune et qui présentaient aussi des SMD et parfois des SMD avec une monosomie 7. Donc on est plutôt dans des populations pédiatriques. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'est un peu à la mode dans les panels adultes. Des adultes qui ont cette oncogénèse, on n'en a pas vu. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de très rare et de très particulier. Puis même depuis, on a séquencé des cohortes pédiatriques avec monosomie 7 et on n'en trouve vraiment pas beaucoup. Et pourquoi en fait ça excite un peu tout le monde? Donc c'est que ce qui est particulier, c'est que dans justement ce que je vous parlais tout à l'heure, dans l'hématopoïèse clonale et dans l'évolution clonale de cette maladie, on a une perte, c'est une mutation en fait qui est activatrice. Donc ça aussi c'est important de comprendre quel est le mécanisme de la mutation. C'est une mutation qui est activatrice et du coup l'évolution naturelle va être de perdre le bras long du chromosome 7 qui est porteur de l'allèle muté pour corriger la maladie. Donc c'est des patients qui font des aplasies médulaires, des SMD avec monosomie 7 et qui guérissent tout seuls. Et donc, en fait, on l'a découvert parce que c'est des patients qui étaient prévus, qui avaient des dates de greffe, qui allaient rentrer en greffe, et sauf qu'on leur fait leur NUM pré-greffe, et ben, ils n'ont plus de cytopénie, on leur fait un myélogramme, et ben, ils n'ont plus de maladie, ils n'ont plus de monosomie 7. Et en fait, on a découvert que chez la mère, c'était pareil, chez la tante, c'était pareil. Donc, en fait, le mécanisme, c'est ça, sachant que c'est décrit quand même pouvant évoluer vers un SMD, une LAM quand c'est associé à l'acquisition de mutations somatiques associées aux hémopathies myéloïdes. Mais quand on a une monosomie 7, on peut aussi avoir la correction spontanée de cette maladie. Et on peut acquérir en plus des mutations qui, elles, sont inactivatrices et vont aller contrecarrer l'effet de ce gène. Je ne vous ai pas complètement perdu. J'en vois certains qui sont complètement décrochés. ERCC6L2, je vous en parle très rapidement aussi parce que c'est pareil, c'est découverte assez récente, c'est biallélique et c'est décrit chez peu de patients, mais je trouvais ça intéressant parce que c'était des patients qui avaient une LAM6, donc c'était toujours dans mon idée d'oncogénèse particulière. Donc c'est des patients qui ont des LAM6 et qui ont des mutations bialléliques, c'est aussi une hélicase, ERCC6L2. On a retrouvé plusieurs familles qui avaient ça de façon biallélique et dont certains avaient une monosomie 7 avec des signes neurologiques. Donc, voilà, c'est un peu anecdotique, mais voilà, typiquement, je ne pense pas du tout qu'il faille rechercher ça chez tous les patients qui ont des SMD et LAM. Et là, c'est pareil, je vous ai mis, je vous parle là de XP, Xeroderma pigmentosum, qui peut donner des vrais syndromes, mais qui était intéressant parce que, ça peut évoluer en donnant une oncogénèse qui est particulière au XP. Vous savez, les XP, c'est les enfants de la Lune, c'est les patients qui ont des pigments, qui sont obligés de vivre la nuit parce qu'ils ont des expositions aux radiations qui sont embêtantes quand ils sont exposés à la lumière du jour. Un que je trouve aussi intéressant, c'est MBD4, c'est pareil, ça a été décrit je crois dans 2 familles ou 3 familles. Mais lui, ce qui était intéressant, c'est que quand on a une mutation constitutionnelle de ce gène, on se retrouve exposé à un phénotype hypermutateur et donc on peut avoir plein de mutations. Donc c'est des patients qui ont 10, 15 mutations somatiques acquises à un âge plutôt jeune. Et qui sont liés en fait à une mutation constitutionnelle de ce gène et qui prédispose à l'hématopoïèse clonale aussi dont vous a parlé Thomas. Donc on peut se retrouver avec des patients qui ont une hématopoïèse clonale avant de développer un SMD ou une LAM. Je vous parle un peu plus longuement de DDX41 puisque pareil c'est une entité découverte plus récemment mais pour le coup on pense que c'est une entité qui est plus fréquente. Donc encore une fois, là je pense qu'on connaît moins bien, mais que par contre c'est important de le chercher parce qu'en fait il y en a plus et que dans quelques années probablement on le connaîtra un peu mieux. Donc DDX41, c'est aussi encore une hélicase.
une ARN hélicase, et c'est situé sur le bras long du chromosome 5. On ne sait pas très bien complètement à quoi ça sert, la protéine DTX41. Ça a été décrit comme être impliqué dans l'épissage, probablement aussi un petit peu dans l'inflammation, mais il n'y a pas beaucoup d'études fonctionnelles, il n'y a notamment pas vraiment de modèle murin encore pour DTX41. Donc on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ça a été retrouvé dans des familles de SMD et de LAM, et ça a été trouvé chez des patients adultes, et parfois aussi, vous allez voir, dans des cas sporadiques. Donc c'est un projet qu'on avait fait dans notre équipe à Saint-Louis de façon pluridisciplinaire, en impliquant justement les biologistes et les cliniciens. Donc ça, c'était le panel qu'on avait sur le site à ce moment-là. On avait un panel constitutionnel et un panel somatique qui depuis ont fusionné pour plein de raisons et qui sont un peu différenciés. Toujours est-il que si vous voyez les mutations qui peuvent être à la fois somatiques et constitutionnelles, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. D'où vous voyez la difficulté qu'on a quand on trouve sur des... Si on prend tous ces gènes-là et qu'on prend à chaque fois les VAF supérieurs à 40%, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est quand même la réalité. Et donc des DX41 en faisait partie. Et donc on a décidé de regarder sur une cohorte de 1385 patients combien il y avait de patients qui avaient des mutations des DX41. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu la démarche aussi d'imputabilité génétique qu'on peut faire quand on a des gènes mutés de façon qu'on pense constitutionnelle. Donc on a trouvé 48 patients qui avaient au moins une mutation de DDX41. Pour ça, on a exclu les patients qui avaient des VAF inférieures à 40%, en se disant s'il y a une VAF inférieure à 40%, c'est probablement pas constitutionnel. Donc ça, c'était 5 patients. On a gardé 43 patients qui avaient une cause, enfin en tout cas qui avaient une mutation constitutionnelle. Et parmi ces 43 patients, on a du coup appliqué les critères les critères de pathogénicité pour les biologistes, ils ne sont pas les mêmes si c'est somatique ou si c'est constitutionnel. Ils ne l'analysent pas tout à fait de la même manière et pas sur le même spectre non plus. Donc là, on a fait l'analyse en appliquant les critères de l'American College of Medical Genetics, la CMG, et on a défini la pathogénicité de ces variants en pathogénique et likely pathogénique, qui sont les deux catégories qui permettent de dire que c'est pathogénique. Après, il y a la catégorie VUS, et puis il y a après, il y a bénigne, likely bénigne. Donc il y a 5 catégories dans cette classification d'imputabilité de la pathogénicité des variants. On a retrouvé 22 variants des DX41 pathogéniques et 26 variants somatiques. C'est des patients qui avaient des variants constitutionnels et des variants somatiques. Et on a retrouvé des variants des VUS, ce dont on parlait tout à l'heure, de signification indéterminée chez 10 patients. Donc au final, on a retrouvé une fréquence dans la population, puisqu'on avait au final 33 patients, sur les 1385 qui est de 2,4%. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'il y a probablement 2 à 3% des patients qui ont des SMD ou des LAM qui ont une mutation constitutionnelle de DDX41. Et après, on s'est intéressé aux caractéristiques cliniques spécifiques de ces patients. Ce qu'on en a vu, c'est que c'était vraiment beaucoup plus des hommes, mais carrément 80% versus 20%. Et pour ça, pour l'instant, personne n'a aucune explication. On ne sait pas pourquoi. L'âge au diagnostic médian, c'est 69 ans. Donc ça, c'est vraiment particulier. On est dans une maladie génétique qui est diagnostiquée pour un âge médian de 69 ans. Donc voilà. L'histoire familiale de maladies hématologiques, c'était chez 9 patients, 27% des patients. Donc vous voyez que c'est des gens qui essentiellement n'ont pas forcément d'histoire familiale. C'était vraiment des découvertes fortuites chez la majorité. Il y a des pathologies lymphoïdes qui sont associées. Donc je pense que c'est quelque chose qui, à mon sens, pourrait être intéressant aussi de développer dans la pathologie lymphoïde, mais c'est un autre débat. Et ils avaient quand même des cytopénies préexistantes chez 45% des patients. Donc probablement quand même aussi, quand on parlait des chips tout à l'heure ou des patients qui viennent pour consulter pour des cytopénies, voilà, ça peut être aussi des modes d'entrée dans les maladies parce que c'est d'origine constitutionnelle. Donc c'était essentiellement des hémopathies de haut grade avec des excès de blast. Et la particularité, c'est qu'ils avaient un karyotype normal, une cytogénétique normale, et une mutation acquise, en plus de la mutation constitutionnelle, chez quasiment 80% des patients, donc chez la majorité des patients. Et donc du coup, là, c'est les caractéristiques somatiques de ces patients, avec donc en rouge foncé, c'est la germline, et en rouge plus clair, c'est la mutation somatique. Donc on voit que la plupart avaient l'acquisition de cette mutation somatique. Et puis après, il y avait d'autres mutations quand même associées.
En fait, ça venait, ce papier, après un papier de Maciejewski qui lui dit que le DDX41 s'est impliqué dans l'épissage et qui avait montré que les patients qui avaient un SMD ou une LAM liée à une mutation germinale de DDX41 n'avaient pas de mutation dans les gènes de l'épissage, puisqu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour avoir ciblé cette voie avec l'acquisition de la mutation somatique. Ça n'a pas été tout à fait le cas, puisque nous, on a trouvé quand même des mutations dans les gènes de l'épissage. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je pense qu'on n'a pas complètement fini de comprendre cette maladie. Voilà, et l'autre chose qui était particulière, et ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure pour CPP-alpha, c'est que ce sont des patients qui ont, notre sensation, c'est des petites cohortes, mais notre sensation, c'est que ce sont des patients qui sont plutôt de bons pronostics. Donc c'est des patients notamment qui avaient des réponses au traitement assez étonnants. On était sur les hypométhylants, on était à 100% de réponse complète. Sur les chimiothérapies, on était aussi à des chiffres qui étaient plutôt intéressants. Et quand on a comparé, puisqu'on avait la cohorte des 3000, enfin des patients, de tous les patients chez qui on a fait le panel, quand on a comparé la survie des patients DDX41 versus les autres, en essayant de lisser sur la pathologie, les excès de blast et toutes les caractéristiques connues, on a une courbe qui est pas significative entre les deux survies que vous voyez sur la courbe de gauche, mais qui est quand même très en faveur d'une survie plutôt favorable, en tout cas pas défavorable. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des patients qui ont des mutations de DDX41 constitutionnelles. Pour moi, ce n'est pas une indication typiquement pour les allogreffer sur des critères différents que les autres, en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas allogreffer les DDX41, mais pour moi, ce n'est pas un facteur qui doit faire greffer alors qu'on ne pensait pas greffer le patient. Voilà. Donc, pour conclure, DDX41, bon, ça je vous ai raconté. Donc finalement, quand est-ce qu'on doit considérer une hémopathie familiale chez un patient tout venant qui a un SMD ou une LAM? Je pense que l'âge jeune, c'est quand même un critère qui doit nous faire poser des questions. On a vu tout à l'heure dans la physiopathologie du SMD ou de la LAM que c'est quand même lié à un vieillissement de la moelle. On a parlé des types, de l'environnement, tout ça. Je pense que c'est pas normal de faire un SMD ou une LAM avant l'âge de 50 ans. Je ne dis pas qu'on va forcément trouver, mais peut-être qu'il faut se poser un peu plus la question. Après, il y a évidemment l'histoire personnelle ou familiale d'hémopathie myéloïde. J'en reviens à la question qu'on pose souvent, c'est-à-dire qu'il y a toutes les hémopathies induites. On dit on a fait un lymphome, on a une chimiothérapie, on fait un SMD derrière. On a toujours pensé que c'était lié aux chimiothérapies. Je pense que dans ces cohortes de patients, il y a peut-être aussi des causes constitutionnelles, avec peut-être même des DDX41, puisque dans les familles des DDX41, il y a beaucoup de patients qui ont fait avant des lymphomes, parfois des myélomes aussi. Il y a la consanguinité, qui est à évoquer quand même. Là, je vous parle plutôt des mutations bialléliques, pour lesquelles ça peut être impliqué. Et puis, il y a les signes physiques dont on a parlé. Donc là, c'est selon chaque syndrome à voir à ce moment-là. Et après, il y a la porte d'entrée biologique dont on a parlé. Donc la mutation dans des gènes qui ont des VAF supérieurs à 40%. Aujourd'hui, je pense que dans nos panels pour lesquels on doit se poser la question, j'ai mis les gènes qui, moi, me semblaient minimum nécessaire, mais je suis même pas sûre que ce soit la peine d'aller beaucoup plus loin que RUNC5, GATA2, DX41, TP53. Peut-être ETV6, mais je ne suis pas sûre que pour tous les autres gènes, ce soit nécessaire de les chercher systématiquement. Je vous dis pour la cause constitutionnelle. Après, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire partie des panels et qu'ils ne doivent pas faire l'objet de recherche et de cohortes. Mais voilà. Et après, je pense aussi qu'il faut être vigilant sur des oncogénèses particulières qui peuvent être prototypiques de prédisposition constitutionnelle. Voilà. Et je ne vous en ai pas parlé mais c'est quand même souvent notre question. Notre problème, c'est souvent la prédisposition constitutionnelle et la greffe de moelle, parce qu'on pense aux apparentés, donc on pense aux apparentés qui pourraient être porteurs. L'autre point, c'est pour la greffe de moelle, il y a des conditionnements qui peuvent être très très toxiques chez des patients qui ont des prédispositions notamment à des défauts de réparation ou à des anomalies dans les télomères. Donc chez un patient qui doit être allogreffé, pour un SMD ou une LAM, il faut vraiment avoir éliminé un Fanconi et une dyskératose congénitale parce que c'est des patients qu'on tue en induction de greffe sinon. Et donc pour ça, c'est important de connaître l'oncogénèse de ces patients et puis éventuellement les signes physiques qui y sont associés. Comment diagnostiquer rapidement, parce qu'il y a le débat aussi sur le tissu qu'on doit utiliser, c'est à la différence des autres spécialités d'oncogénétique qui font tous une prise de sang pour trouver le germe. Nous, c'est plus compliqué puisqu'on est dans le tissu hématopoïétique qui est du coup clonal. Et donc, on se pose la question, comment faire la différence voilà. Donc, c'est les débats qu'on avait tout à l'heure. Le gold standard, ça reste la peau, ça reste le fibroblast.
Pourquoi? Alors pas la peau en analyse directe, mais la culture de fibroblastes, parce qu'en fait on prend des cellules de la peau, on les cultive et on repique les fibroblastes à plusieurs reprises, et donc du coup on est après dans un tissu qui est pur, et donc on s'amende justement toutes ces hématopoïèses clonales dont on a parlé, on est sûr de séquencer un matériel que je ne qualifierais pas de constitutionnel, mais que je qualifierais vraiment différent du tissu hématopoïétique. On sait que la peau mute aussi, hein, mais voilà, en tout cas c'est un tissu qui nous permet, s'il retrouve la mutation, d'affirmer que c'est constitutionnel quand c'est trouvé aussi dans le tissu hématopoïétique. Maintenant, la culture de fibroblastes, c'est pas fait partout, ça prend plusieurs mois, donc il faut qu'on arrive, je pense, à développer des alternatives. Alors les alternatives, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être sur les prélèvements sanguins, je vous l'ai dit, je pense que ça peut être le prélèvement de rémission, en tout cas au moins pour les LAM, au moins dans un premier temps, qui peut être passé, même si après il faut encore un autre prélèvement. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans la partie légale, mais il faut normalement 2 prélèvements chez un patient pour pouvoir dire que c'est constitutionnel. Parce que comme on l'a dit, c'est un diagnostic définitif, ça serait quand même pas de bol que son tube ait été inversé avec un autre. Donc pour un diagnostic aussi important, on considère qu'il faut au moins 2 prélèvements. Donc il peut y avoir eu le prélèvement médulaire une première fois qui dit qu'il y a un gène, et puis ça peut être une deuxième fois le prélèvement de rémission qui montre qu'il y a toujours le gène, ça fait 2 prélèvements. Mais il faut 2 prélèvements. Donc ça peut être le prélèvement de rémission, je crois, même si ce n'est pas considéré complètement. Et après, de plus en plus de publications font les tris cellulaires avec les CD3, pour la partie myéloïde en tout cas, et considèrent que quand dans la sous-population CD3, le gène est retrouvé, finalement ça permet d'affirmer. Et puis après, il y a les tissus alternatifs. Donc ça, je vous laisse voir avec les biologistes, parce que c'est vraiment eux, parce qu'ils ne sont pas toujours contents d'avoir des ongles arrivés dans un petit sachet, parce que ce n'est pas tout à fait facile d'extraire l'ADN, de le séquencer, tout ça. Donc les ongles, les frottis jugaux, les bulbes capillaires et tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais ça, je laisse vraiment chaque laboratoire voir avec leurs cliniciens ce qui est intéressant et bien de faire. Moi, le seul avantage, mais là c'est le côté recherche qui parle, c'est que d'avoir des fibroblastes, ça permet d'avoir des cellules vivantes congelées, et donc du coup de faire plein de trucs. Alors que les autres tissus, c'est juste un séquençage one shot et on n'a pas de cellules qui restent. Je ne vous reparle pas du consentement parce qu'on en a parlé, voilà. Et puis je remercie tous ceux avec qui je travaille dans ce domaine, à l'hôpital Saint-Louis.